Vous écoutez L'Or Acadie, votre podcast numéro 1 sur les traditions orales acadiennes. Je me présente, je m'appelle Trevor. J'ai commencé mon projet de L'Or Acadie, je vous dirais fin septembre, début novembre 2024. J'ai pour but de moderniser les traditions orales acadiennes puis de les rendre accessibles à tous les groupes d'âge. Aussi, je fais ça par pur plaisir de célébrer notre folklore acadien. Je me sens choyé de pouvoir être exposé sur une plateforme par Réal Thibault, qui est mon mentor depuis le début. En tout cas, un de mes mentors, parce qu'on va s'entendre que mon réseau de support s'est agrandi assez vite avec L'Or Acadie. Sans plus attendre, je vous présente aujourd'hui une compilation de 4 vidéos, de 4 audio que j'ai récolté à travers de cette année. Justement, c'est 4 histoires, 4 légendes néo-brunswickoises qui me viennent de Jean Leblanc. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une partie du contenu que j'ai couvert en 2024. C'est du contenu exclusif à Acadie TV. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les 4 légendes que je vais vous parler d'eux aujourd'hui nous viennent tous du livre Legends of l'Acadie de French Shore of Nova Scotia de Jean Leblanc. Dans le fond, l'eau de Pâques se trouve à la page 6 et c'est la légende numéro 1. Le Margot Man se trouve à la page 10, c'est la légende numéro 3. La légende la plus grosse palourde se trouve à la page 62, c'est la légende numéro 12. Et la légende de l'ours tué à coups de couteau se trouve à la page 68 et c'est la légende numéro 13. De nombreuses régions du monde abritent des créatures étranges et mystérieuses comme le Yeti, le Sasquatch, le monstre du Loch Ness, l'abominable homme des neiges, l'Ogopogo et le Bigfoot. Il n'y a aucune raison pour qu'un lieu mythologique comme Clare situé sur la côte française n'en ait pas un également. Heureusement, il y en existe un prêt à être commercialisé auprès des visiteurs de la région, le Margot Man. On sait très peu de choses sur le début de la légende du Margot Man, et ce que l'on savait s'est perdu au fil du temps au cours des siècles passés. Nous avons la chance que certains anciens Acadiens se souviennent des bribes de la légende pour les transmettre à la génération suivante. Même à l'époque moderne, de nombreux habitants de Clare et de la côte française ont visité Margot et ont vu des empreintes de pas mystérieuses qui ne semblaient pas avoir été faites par une créature ou un humain connu. C'est très très mystérieux. Nous savons qu'à une certaine époque, Margot était animée avec de nombreux camps et l'infrastructure de soutien nécessaire au fonctionnement d'un camp de bûcherons au milieu des années 1850. Il y avait des camps où les hommes pouvaient dormir la nuit et faire la fête le week-end. Des granges, une cuisine, une forge et bien sûr la scierie exploitée par Pat Avital. Margot était l'une des principales sources d'approvisionnement en bois utilisé pour construire des navires en bois et en bois exporté de Belliveau Cove par des navires construits le long du littoral. Les hommes de Margot étaient connus pour être des artisans qualifiés et travailleurs qui avaient la capacité de consommer de grandes quantités de nourriture, de rhum et d'autres boissons apportées dans la région par le même commerce qui exploitait le bois de construction de Belliveau Cove. Les historiens de l'époque rapportent des monticules de bouteilles trouvées près des camps, des granges, à côté de la route et sur les rives de la rivière qui traverse Margot. De nombreuses bouteilles de rhum vides ont depuis disparu, flottant au gré des puissants crues printanières de la rivière Margot. Certains disent que c'est ainsi que la légende de Margot Man a commencé. Les gens racontaient avoir vu une créature mystérieuse marchant sur 2 jambes de manière instable ou parfois rampant lentement sur le sol. Incapable de déterminer de quoi il s'agissait ou de qui il s'agissait, ils l'ont appelé Margot Man. Selon eux, Margot Man cherchait des bouteilles de rhum et de bière vides une fois que les fêtards s'étaient évanouis à la recherche d'une gorgée ici et là. Plusieurs bûcherons travaillant dans les camps de Margot affirment avoir vu Margot Man avec son visage contre les fenêtres du camp ou regardant à travers une porte entr'ouverte, cherchant apparemment s'il y avait encore des bouteilles d'alcool à trouver. Les yeux brouillés et souvent souffrant d'un mal de tête lancinant, cela surprenait l'habitant de la cabane qui se déchaînait avec un flot de jurons qui rendait l'air bleu. Alternativement, un cri strident pouvait être entendu de Margot Man qui trébuchait dans la forêt avant que les habitants du camp ne puissent être réveillés et qu'une équipe de recherche ne soit organisée. Les habitants de Margot ont également transmis leur nom légendaire, de sorte qu'aujourd'hui, nous connaissons les hommes qui ont probablement rencontré l'homme de Margot. Des hommes comme Orgul, Télesphore, Johnny Agevide Allum,
tout petit Henri, Dion, à Polycarpe à Marcatang. À la fin de son adolescence, Gatien Thibault avait été ce qu'on appelait un cas spécial. En tant que jeune homme, il était ce qu'on pourrait gentiment appeler un faiseur de troubles. Il en arriva au point où le père Cigogne, chargé de s'occuper de lui, admit sa défaite et obtient pour Gatien un morceau de terre dans la deuxième concession récemment promise sur les côtes françaises, sur ce qui serait plus tard connu sous le nom de Thibault Road. Gatien fut gentiment encouragé à quitter la maison de Cigogne et on lui dit de commencer une nouvelle vie là-bas. Gatien était peut-être un faiseur de troubles, mais il n'était pas paresseux. Il se mit au travail pour créer une propriété. Un jour après une dure journée passée à défricher des arbres et débroussailler le terrain à une courte distance de sa petite maison, Gatien se trouva soudainement face à face avec un gros ours noir. Ils se firent face sans oser se quitter des yeux, jusqu'à ce que dans ce qui sembla une éternité à Gatien, l'ours vienne rugir par lui. Gatien saisit son couteau et se jeta sur l'ours. « Attendez une minute. J'ai déjà entendu cette histoire. Pourquoi les Américains disent-ils que la même chose est arrivée à Daniel Boone alors qu'il portait son chapeau en peau de raton laveur? Il a été attaqué par un ours et l'a tué avec son couteau. Pourquoi je commence à penser que Gatien a peut-être raconté une histoire à dormir debout? Il a probablement trouvé un ours mort de cause naturelle et a ensuite imaginé cette histoire farfelue pour impressionner les filles. Cela a dû fonctionner parce qu'il avait des enfants et qu'il en avait eu encore d'autres, et ainsi de suite. C'est ainsi que Gatien est devenu mon arrière grand-père, Marie-Rose, Naomi, étant ma grand-mère. L'eau de Pâques ne peut être trouvée qu'une fois par an, à l'aube du lundi de Pâques. D'après ce que j'ai compris, vous vous levez quand il fait encore sombre, vous allez où il y a de l'eau courante fraîche, pas un fossé de la route, mais un petit ruisseau ou une rivière qui coule à travers les bois. Apportez un seau propre ou une sorte de récipient pour transporter l'eau. Vous pourriez même envisager d'apporter un lapin en chocolat et vider l'eau dans son creux si vous célébrez Pâques un peu plus tôt. C'est une bonne idée de vérifier où vous allez la veille pour avoir une bonne idée du terrain. Le sol sera probablement glissant à cause de la rosée du matin et nous ne voulons pas tomber dans l'eau courante. Cela arrive plus souvent que vous le pensez, surtout pour ceux qui ont profité d'une excursion en canot pendant le week-end. Lorsque vous vous accroupiez pour puiser de l'eau, faites attention aux porcs-épics, aux ratons laveurs et aux autres animaux sauvages. Il est peu probable qu'ils vous blessent, mais ils pourraient vous surprendre et vous voilà avec la glissade et la chute dans l'eau. Selon la légende, l'eau de Pâques possède des propriétés médicinales particulières. Tout comme la marijuana médicale de nos jours, on peut guérir une variété de maladies. On prétend qu'elle peut guérir les flatulences, les renflements, la litose, la fièvre, la nostalgie, les horreurs, les flux, la décrépitude, la scrofule, la constipation et les engelures. J'ai également entendu dire que certaines personnes trempaient des branches d'épinette dans l'eau de Pâques, affirmant que boire un peu de liquide tous les jours vous empêcherait d'attraper un rhume. L'eau de Pâques a également l'avantage de ne pas créer de dépendance, ni d'être détectable lors d'un test de dépistage de drogue. Le long des côtes de la baie Sainte-Marie, il existe plusieurs endroits où divers mollusques, tels que les moules et les palourdes, y prospèrent et se multiplient. À un moment donné, les palourdes étaient si abondantes qu'il suffisait de gratter la surface du sable pour qu'elle soit plate et là. Une palourde dans toute sa splendeur, enfin aussi glorieuse qu'une palourde puisse l'être. Et grande, pourquoi une palourde était-elle si grosse qu'elle remplissait le seau à elle seule et qu'elle pouvait faire un repas entier pour une famille? Avec le temps, les palourdes sont devenues moins faciles à attraper, de sorte que les habitants ont commencé à utiliser des fourches pour les extraire du sable. Et après que les plus grosses palourdes aient été toutes attrapées, seules les petites sont restées, jusqu'au jour où Petouche avait été envoyé par sa femme pour aller pêcher les palourdes, car il n'y avait rien à manger à la maison. Il avait pris sa fourche et son seau et marchait lentement jusqu'au Major's Point. Il n'était pas pressé d'y arriver et pas pressé de rentrer à la maison, avec ses 11 enfants sous ses pieds. Il y avait pas mal d'autres personnes là-bas, car la pleine lune faisait que les marées étaient plus basses que d'habitude. Il n'était pas très doué pour ramasser les palourdes, mais il commençait à parcourir les bancs de sable à la recherche d'un petit trou que la palourde pourrait utiliser pour respirer lorsqu'elle était enfouie dans le sable. Les pêcheurs de palourdes comme Petouche et moi-même avons vu des trous partout sur les bancs de palourdes, cependant, ce ne sont pas tous des bancs de palourdes.
mais juste des trous que je suppose que les dieux de la mer ont placés là, pour rendre la recherche de palourdes plus difficile. Si j'ai de la chance, lorsque je marche près d'un banc de palourdes, un peu d'eau jaillira. Pétouche avait atteint une partie du banc de sable qui n'avait jamais été découvert par la marée. Mais aujourd'hui, c'était le cas. En faisant quelques pas, il a vu un trou. Il semblait trop grand pour être un banc de palourdes, mais lorsqu'il s'est penché pour l'examiner, il a été frappé par un jet d'eau de mer jaillissant du trou. Son chapeau s'envola de sa tête, son seau vola vers la gauche, sa fourche vers la droite, et il atterrit sur son cul, sur le sable mouillé. Les quelques personnes autour de lui n'avaient pas vu l'eau jaillir du trou. Alors ils se moquèrent de lui et lui demandèrent s'il avait uriné dans son pantalon, quand ils remarquèrent le pantalon mouillé. À l'aide de sa fourche, Pétouche commença à ramasser le sable et découvrir bientôt une coquille noire et brillante. Il alla la soulever et la mettre dans son seau, mais sa main ne parvint pas à trouver le bord de la coquille. Il devait faire plus qu'un pied de large, et il enleva encore du sable. Bientôt un trou de 2 pieds de large s'était ouvert, mais la coquille continuait toujours. Ça devait être un rocher, pensa Pétouche, mais un rocher ne crachait pas d'eau, donc ça devait être quelque chose d'autre. Il saisit à nouveau l'objet mystérieux, creusant jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le bord et découvre une énorme coquille de palourde noire et brillante, de 5 pieds de large, 3 pieds de profondeur et 2 pieds de haut. Ce n'est peut-être pas réel, pensa-t-il, mais elle était là, juste devant lui. Il la poussa hors du trou sur le sable plat. Pourquoi doit-elle peser plus que 200 livres, ou autant que 200 homards d'une livre, pensa-t-il. Il cria aux autres pêcheurs de palourdes de venir l'aider, mais ils s'étaient éloignés et étaient trop loin pour l'entendre. Pétouche comprit bientôt pourquoi. La marée montait, le brouillard s'installait, et avant qu'il ait eu la chance de dire le Notre Père, l'eau était déjà à ses chevilles, où il se tenait. Il commença à pousser la palourde vers le rivage, mais il n'avait pas parcouru plus de 6 pieds que l'océan lui arrivait presque aux genoux. En se baissant pour lui donner une nouvelle poussée vers le rivage, la coquille de palourde s'ouvrit et sa langue humide se tendit et frappa Pétouche au visage, le faisant tomber dans la marée montante. Abasourdi, avant qu'il puisse se relever, la palourde s'était à moitié enfoncée dans le sable. Il l'attrapa, mais c'était sans espoir. Il ne parvenait pas à s'agripper à la coquille lisse et glissante. Il faisait plus sombre et l'eau montait vite. Laissant la palourde derrière lui, Pétouche regagna le rivage, promettant qu'un jour il reviendrait. En tout cas, c'est ce qu'il raconta à sa femme quand il rentra chez lui, après la tombée de la nuit, trempé jusqu'aux os, sans son seau, sa fourche, ni rien pour le dîner, puant le rhum.